Je m'appelle Antoine Lambert. J'ai 41 ans et jusqu'à il y a 3 ans, je pensais avoir tout compris. Directeur régional pour les hôtels côtiers Couronne, 15 établissements s'étendant de la Normandie à la Côte d'Azur, un bureau d'angle donnant sur le vieux port de Marseille, et une femme que je croyais ma partenaire dans la construction de quelque chose d'important. Sophie venait de Genève, apportant ce charme suisse raffiné qui mettait les investisseurs à l'aise et le personnel valorisé. Nous étions mariés depuis 9 ans. Elle avait un fils, Hugo, de son premier mariage. Il avait 14 ans maintenant. J'étais là depuis qu'il avait 5 ans. Je lui avais appris à faire du vélo. J'avais assisté à toutes les réunions parents-professeurs. J'avais payé son appareil dentaire. Il m'appelait Antoine, pas papa, mais je n'ai jamais insisté. Je pensais que l'amour se manifestait par des actions, pas des titres. Le dîner était censé être sa célébration. Notre équipe d'entreprise venait de conclure l'acquisition de 3 propriétés de charme à Bordeaux, un accord sur lequel je travaillais depuis 18 mois. Le partenaire commercial de mon défunt père, Gérard Dubois, était venu de Lyon. 20 personnes se sont réunies au Port-Vu, le fleuron de notre portefeuille d'hôtel. Nappe blanche, champagne déjà versé, bisque de homard sortant de la cuisine. J'étais à moitié en train de remercier tout le monde quand Sophie s'est levée. Elle portait cette robe émeraude, celle que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Son sourire était éclatant, étudié, celui qu'elle utilisait pour les événements d'entreprise. J'ai quelque chose à dire, annonça Sophie, sa voix perçant le léger brouhaha des conversations. Je levai les yeux vers elle, tenant toujours mon verre, pensant qu'elle allait peut-être porter un toast à l'équipe. Gérard haussa les sourcils, encourageant. J'ai fait beaucoup d'introspection ces derniers temps, continua-t-elle, et quelque chose dans son ton me serra la poitrine. Et j'ai réalisé que je vivais de manière inauthentique. J'étais dans une relation qui ne servait plus mon épanouissement personnel. La pièce devint silencieuse. La fourchette de quelqu'un toucha son assiette. Un petit cliquetis qui sembla assourdissant. J'ai vu quelqu'un d'autre, dit Sophie, ses yeux parcourant la pièce, sans jamais vraiment se poser sur moi. Il s'appelle Marc. Il m'a aidé à comprendre que je mérite d'être avec quelqu'un qui me voit vraiment. Antoine, je suis reconnaissante pour tout. Vraiment. Mais je dois être honnête avec tout le monde ici. Ce mariage est terminé. Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Le visage de Gérard devint pâle. Mon assistante, Clara, avait l'air de vouloir pleurer. Mais je ne bougeais pas, ne criais pas, ne posais pas de questions. Je posai simplement mon verre, sortis mon portefeuille de ma veste et plaçai ma carte de crédit sur la table. Des additions séparées, dis-je au serveur qui apparut, l'air mortifié. Je signai un reçu, ajoutai un pourboire de 30% car rien de tout cela n'était la faute du personnel, me levai et boutonnai ma veste. Puis je sortis de ce restaurant sans me retourner. Derrière moi, j'entendis la chaise de Gérard racler le sol, l'entendis dire quelque chose de cinglant à Sophie, mais j'étais déjà parti. Dans le parking souterrain, je suis resté assis dans ma voiture pendant exactement 3 minutes. Puis j'ai conduit jusqu'à mon bureau, j'ai attrapé mon ordinateur portable et 3 boîtes de dossiers que j'avais préparées 6 mois plus tôt, et je me suis dirigé vers une unité de stockage que j'avais louée sous un nom que Sophie n'avait jamais entendu. Parce que voici ce que personne ne vous dit, quand vous aimez quelqu'un capable de trahison publique, vous n'attendez pas que la bombe tombe. Vous construisez d'abord un bunker. L'unité de stockage sentait le béton et le vieux carton. Je l'avais loué 14 mois auparavant sous le nom de Jean Durand. J'avais payé en espèces pour 1 an d'avance. J'avais dit au gérant que je stockais des marchandises pour une entreprise secondaire. Il n'avait pas posé de questions. Les gens le font rarement quand vous arrivez avec des centaines d'euros en espèces et une histoire suffisamment ennuyeuse pour être vraie. À l'intérieur, j'avais caché tout ce dont j'avais besoin pour ce moment précis. Un sac de sport avec des vêtements, des articles de toilette, 2 paires de bottes, un ordinateur portable avec des fichiers cryptés, 47 000 € en espèces provenant des dividendes d'une petite SARL que mon père avait créée avant de mourir. Sophie n'en savait rien. Elle ne s'était jamais intéressée à la succession de mon père au-delà des hôtels. Elle ne s'était jamais souciée des papiers que je signais chaque trimestre. Je me suis changé de mon costume sous la faible lumière fluorescente, j'ai enfilé un jean et une chemise en flanelle, j'ai lacé mes bottes, j'ai laissé la veste Tom Ford accrochée à un crochet comme une mue. Puis j'ai conduit ma Mercedes jusqu'à un parking de covoiturage près de l'autoroute A6, je l'ai verrouillé,
j'ai laissé les clés dans le passage de roue et j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'endroit où j'avais garé ma voiture de secours 2 semaines auparavant. Une Renault Trafic de 2001, gris mat, immatriculée au nom de Jean Durand. Payée en espèces à un gars de Saint-Étienne qui était juste content de s'en débarrasser. Elle a démarré au 2e essai, a craché de la fumée et a sonné comme si elle avait une bronchite. Parfait. Je me suis arrêté à une station-service près de Lyon, j'ai acheté un téléphone portable prépayé à clapet et j'ai passé un seul appel. Julien Fournier a répondu à la 3e sonnerie, sa voix lourde de sommeil. Ça a intérêt à être bon, Antoine. Il est 1h du matin. C'est le moment, dis-je. Julien, mon avocat, est la personne la plus proche d'un frère que j'avais depuis l'université. Il n'a pas hésité. Les documents, dépose-les demain matin. Tout ce dont nous avons discuté. Tu es sûr de ça, demanda Julien, et je l'entendis bouger maintenant. Probablement en train de chercher un bloc-notes. Une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière. Je regardais un semi-remorque entrer dans la station-service, son moteur grondant comme un orage lointain. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Très bien, dit Julien. Considérez que c'est fait. Où vas-tu? Tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite, Antoine. Sa voix s'adoucit. Tu vas bien? Je regardais mon reflet dans le rétroviseur du camion. Le même visage, des yeux différents. Je le serai à l'aube. J'étais enregistré dans un motel en Auvergne sous le nom de Jean Durand. La chambre avait du papier peint de 1987 et un matelas qui gémissait quand je m'asseyais dessus. La vue donnait sur un parking et un café local. Je me suis allongé sur le lit, entièrement habillé, fixant le plafond taché d'eau et pensant à Hugo. Le gamin n'avait rien demandé de tout cela. Il n'avait pas demandé à sa mère d'être ce qu'elle était. Il ne m'avait pas demandé de partir. Mais je ne pouvais pas rester. Pas pour lui. Pas pour personne. Parce que si je restais, je deviendrais le genre d'homme qui accepte la trahison juste pour que l'agencement des meubles reste intact. J'ai sorti le téléphone à clapet et j'ai tapé un message que je n'enverrai jamais. Désolé, mon grand. Tu méritais mieux que nous tous. Puis je l'ai supprimé et j'ai éteint le téléphone. La cafetière du motel crépitait comme si elle allait mourir. J'ai quand même fait une tasse, me suis assis au bord du lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Julien m'avait envoyé un email crypté à 6h23 avec une seule ligne, document déposé. Le compte à rebours est lancé. Cela signifiait que Sophie le saurait avant midi. Peut-être plus tôt si elle essayait d'accéder à l'un de nos comptes, le compte courant commun, l'épargne, le portefeuille d'investissement lié à la société de gestion hôtelière. Tout était bloqué par des clauses qu'elle avait signées il y a 9 ans et qu'elle n'avait probablement jamais lues. Contrat de mariage, page 17, sous-section D, en cas d'infidélité avérée de l'une des parties, tous les actifs détenus conjointement reviennent au contrôle exclusif du conjoint non fautif, en attendant la procédure de dissolution. Nous l'avions signé 2 semaines avant le mariage. Elle avait ri, l'avait qualifié d'excessif, disant qu'elle ne tromperait jamais. Je l'avais cru à l'époque. Mon père avait insisté de toute façon. J'ai sorti une enveloppe manie que je transportais dans le sac de sport depuis plus d'1 an. Elle avait été dans le coffre-fort de mon père, marquée de mon nom et d'une date, à ouvrir seulement si nécessaire. Je l'avais ouverte il y a 6 mois, la nuit où j'avais confirmé ce que Sophie faisait. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite de mon père. Tremblante à cause de la maladie qui l'a finalement tué. Antoine, si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné. Soit avec les affaires, soit avec l'amour, probablement l'amour. J'ai épousé ta mère quand j'avais 23 ans et j'ai divorcé d'elle quand j'en avais 30. Elle était belle et ambitieuse. Et quelque part en cours de route, elle a oublié que nous étions censés être des partenaires, pas des concurrents. Ne te laisse pas piéger par la culpabilité. Ne laisse personne te convaincre que rester est noble quand partir est une question de survie. Tu es mon fils, et je sais que tu es loyal à l'excès. Mais la loyauté sans réciprocité n'est que du bénévolat pour se noyer. J'ai créé une SARL secondaire sous le nom d'Industrie Lambert. Les dividendes vont à un compte auquel toi seul peux accéder. Utilise-le. Disparais si tu as besoin de construire quelque chose de nouveau. Et pour l'amour de Dieu, ne laisse personne te faire te sentir faible d'avoir choisi de penser à toi. Avec amour, papa. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai plié soigneusement et remise dans l'enveloppe. Mon père avait su. D'une manière ou d'une autre,
il avait su que ce jour viendrait. Mon adresse email temporaire bourdonnait de notifications redirigées. L'ancien iPhone était mort à présent, noyé sous le robinet de la maison, mais j'avais configuré le renvoi avant de le laisser là. 17 appels manqués de Sophie. 12 SMS, 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Je savais déjà ce qu'il dirait. Confusion, colère, accusation d'exagération, d'être enfantin, qu'il fallait qu'on parle comme des adultes. Mais voici le problème avec la discussion, elle exige deux personnes qui se respectent. Et le respect, une fois brisé, ne se recolle pas juste parce que quelqu'un dit pardon. J'ai ouvert un nouveau SMS sur le téléphone à clapet et je l'ai envoyé à Julien, combien de temps avant qu'elle ne comprenne la situation du visa. Sa réponse est venue rapidement, l'avocat spécialisé en immigration estime 3 semaines. Elle est titulaire d'un visa de conjoint. Le divorce y met fin. Elle aura 90 jours pour quitter le pays ou trouver une autre voie légale. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Sophie était venue en France avec un visa de travail il y a 12 ans, puis était passée à un visa de conjoint lorsque nous nous sommes mariés. Si le mariage était dissous, son statut légal l'était aussi. Je n'avais pas prévu cette partie. Je n'avais fait que suivre la loi. Mais les conséquences, elle ne se soucie pas de l'intention. Je n'ai pas suivi en temps réel la descente aux enfers de Sophie sur les réseaux sociaux. Je n'en avais pas besoin. Julien m'envoyait des captures d'écran avec des horodatage. Des mises à jour cliniques comme un médecin surveillant le déclin d'un patient. Premier jour, Sophie a posté une vidéo. Éclairage doux, guitare acoustique en fond. Elle assise en tailleur sur notre canapé, celui que nous avions choisi ensemble dans un magasin de meubles de créateurs à Paris. La légende disait, choisir l'honnêteté plutôt que le confort, mon voyage vers une vie authentique. Elle a parlé pendant 11 minutes de croissance, d'éveil, de trouver son vrai moi. Elle a mentionné Marc, son nouveau partenaire. Elle l'a appelé un miroir qui me montrait qui je suis vraiment. Elle n'a jamais prononcé le mot liaison. Jamais dit trahison. Elle a juste présenté le tout comme une découverte de soi. Les commentaires étaient mitigés. Certains de ses amis influenceurs bien-être l'encourageaient. Si courageuse. C'est ça l'honnêteté radicale. Mais d'autres, des gens qui me connaissaient, des gens qui avaient assisté à ce dîner, n'y croyaient pas. Un commentaire se démarquait, vous avez humilié votre mari en public et vous appelez ça de la croissance. Ce n'est pas courageux. C'est cruel. 3e jour. Elle a tenté d'appeler le siège social de la chaîne hôtelière. Julien les avait déjà informés de la situation. Leur avait dit que je prenais un congé d'une durée indéterminée. Ils lui ont transféré son appel au service juridique. Le service juridique lui a dit qu'il ne pouvait pas discuter de questions de personnel. Elle a posté une histoire vague sur Instagram, se plaignant d'être exclue de conversations qui affectaient sa vie. 5e jour. Elle a tenté d'accéder à son compte bancaire commun. Verrouillé. Elle a appelé la banque. Ils lui ont dit que le compte était signalé, en attente d'une révision légale. Elle a appelé le bureau de Julien. Son assistante lui a dit que toute communication devait passer par les voies officielles. C'est alors qu'elle a appelé la police. J'étais assis dans un bistrot en Bretagne, mangeant un sandwich au jambon fromage et lisant un livre sur l'ébénisterie quand Julien a appelé. Elle a déposé une demande de vérification de bien-être, a dit Julien, l'air presque amusé. Elle a dit aux flics que tu avais disparu, qu'elle craignait que tu te fasses du mal. J'ai posé mon sandwich. Ils ont retrouvé ta voiture sur le parking de covoiturage, ont vérifié les plaques, n'ont vu aucun signal d'alarme, m'ont appelé parce que tu m'avais désigné comme ton avocat attitré. Je leur ai dit que tu étais en congé sabbatique planifié, que tu m'avais contacté ce matin, et que tu n'avais aucune obligation légale d'informer ton épouse séparée de ton lieu de séjour. Une épouse séparée, répétais-je. C'est la première fois que quelqu'un l'appelle comme ça. Habitue-toi, dit Julien. Elle va vite réaliser qu'elle n'a aucun levier ici, aucun accès à l'argent, aucun accès à toi, et un visa qui est sur le point d'expirer. Combien de temps avant que l'immigration ne le remarque, demandai-je. Je donne 2 semaines, peut-être 3. Une fois le divorce prononcé, le statut de son visa est réexaminé. Si elle ne peut pas prouver des moyens indépendants ou trouver une autre voie pour la résidence légale, elle risque l'expulsion. Je pensais à Sophie faisant ses valises, retournant à Genève, reconstruisant à partir de zéro. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué.
Et Hugo, demandai-je. Julien marqua une pause. Et lui? Il n'a rien demandé de tout ça. Sa mère a aussi fait exploser sa vie. Antoine, dit Julien avec précaution. Tu ne peux pas sauver ce gamin. Il n'est plus de ta responsabilité. Je sais, dis-je, mais les mots me semblaient du ver dans la gorge. 8e jour, les vues des vidéos de Sophie ont commencé à chuter. L'algorithme est passé à autre chose. Le nombre de ses abonnés a diminué. Une marque de bien-être avec laquelle elle avait un partenariat a discrètement retiré son lien d'affiliation. 10e jour. Elle a posté une vidéo en pleurs. Pas de maquillage cette fois, cheveux attachés. Assise dans la chambre d'amis. J'apprends que l'honnêteté a des conséquences que je n'avais pas anticipées, dit-elle, la voix tremblante. Je pensais être courageuse, mais peut-être n'étais-je que égoïste. Je ne sais plus. Les commentaires étaient plus durs cette fois. Vous avez détruit un homme bon et vous vous attendiez à des applaudissements. Les actions ont des conséquences. Bienvenue dans la réalité. Elle a supprimé la vidéo 6 heures plus tard. Julien m'a envoyé une dernière mise à jour le 12e jour. Elle a embauché un avocat spécialisé en immigration, essayant d'obtenir une prolongation basée sur la difficulté. Ça ne marchera pas. Elle a fait ses choix. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre du chalet que j'avais loué sous le nom de Jean Durand. La neige commençait à tomber. Légère et silencieuse, couvrant tout de blanc. Quelque part à Paris, Sophie réalisait que la vie qu'elle avait construite s'effondrait. Et quelque part plus profondément, dans un endroit que je ne voulais pas examiner de trop près, je me demandais si Hugo allait bien. Mais je n'ai pas appelé. Je n'ai pas tendu la main parce que certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. On apprend juste à vivre de l'autre côté de la rivière. 3 semaines après ma disparition, j'ai reçu un message inattendu. Il est arrivé via une ancienne plateforme de jeu, Discord, sur un compte que j'avais créé il y a des années pour jouer à un jeu de stratégie avec Hugo. Nous avions cessé de l'utiliser lorsqu'il était entré au lycée. Il était passé à d'autres centres d'intérêt. J'avais oublié l'existence de la connexion jusqu'à ce que mon ordinateur portable sonne avec une notification. Le message venait de Hugo. Il écrivait « Antoine, tu es là ». J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute. Malin, ce gamin. Il avait trouvé un moyen de me joindre qui contournait entièrement Sophie. J'ai répondu « Je suis là ». Le message suivant de Hugo est arrivé rapidement, « Maman est en train de péter les plombs. Elle n'arrête pas d'appeler son bureau. Ils ne lui disent rien. » « Je sais, » ai-je répondu. « Tu vas bien ?» m'a-t-il demandé. Cette question m'a frappé plus fort que prévu. Je me suis calé dans le fauteuil, j'ai regardé autour du chalet. Des murs en bois, une cheminée. J'avais appris à utiliser les étagères de livres que j'avais achetés dans un magasin d'occasion. J'allais bien ? Je ne savais pas encore. J'ai tapé, je me débrouille. Hugo a répondu, elle pleure beaucoup. Marc a emménagé. Je le déteste. Ma mâchoire s'est serrée. Marc, l'artiste, le miroir qui montrait à Sophie son vrai moi. Vivait maintenant dans la maison que j'avais payée, dormait dans le lit que j'avais acheté, mangeait probablement des dîners à la table où Hugo faisait ses devoirs. Je suis désolé, mon grand, ai-je envoyé. Sa réponse est venue rapidement, ce n'est pas ta faute. Elle a fait ça. J'ai fixé ces 4 mots. Elle a fait ça. D'un gamin de 14 ans qui venait de voir sa mère faire imploser sa famille pour la 2e fois de sa vie. Tu as besoin de quelque chose? J'ai tapé, de l'argent, de l'aide pour l'école. Hugo a écrit, non. Julien a tout organisé pour moi. Un compte pour l'université. Il a dit que tu l'avais fait. Julien ne m'avait pas dit qu'il avait fait ça. Je lui avais demandé de s'assurer que Hugo avait des options, mais je ne savais pas qu'il irait aussi vite. J'ai répondu, tu mérites d'avoir des options. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, cela ne change rien. Puis-je te rendre visite un jour? A demandé Hugo. Ma gorge s'est serrée. Je voulais dire oui. Je voulais offrir à ce gamin une échappatoire à tout le chaos qui se créait. Mais je savais aussi qu'ouvrir cette porte signifiait rester connecté à une vie que j'essayais de laisser derrière moi. J'ai tapé soigneusement, quand tu auras 18 ans, tu pourras aller où tu veux. D'ici là, c'est compliqué. Je comprends, a écrit Hugo. J'ai envoyé un dernier message, Hugo,
tu es un bon gamin. Mieux que la plupart des adultes que je connais. Ne laisse pas ça te rendre cynique. Son dernier message est apparu, trop tard. Puis il s'est déconnecté avant que je puisse répondre. Je suis resté là, fixant l'écran, ressentant quelque chose que j'avais évité pendant des semaines, la culpabilité. Pas de laisser Sophie. Elle l'avait mérité. Mais de laisser Hugo dans les décombres. Julien a appelé 1 heure plus tard. Tu as mis en place un fonds pour Hugo? J'ai demandé en décrochant. Tu m'as dit de m'assurer qu'il avait des options, a dit Julien. J'ai veillé à ça. Combien? Assez pour 4 ans dans n'importe quelle université d'État. Peut-être plus s'il est intelligent avec, a expliqué Julien. C'est intouchable par Sophie. Le gamin l'obtient quand il a 18 ans ou plutôt s'il en a besoin pour des dépenses éducatives vérifiées. Merci, ai-je dit doucement. Antoine, a dit Julien, son ton changeant. Il va te recontacter. Tu es prêt pour ça? J'ai regardé par la fenêtre les arbres, les branches nues contre le ciel gris. Je ne sais pas, mais je ne vais pas le couper. Il n'a rien fait de mal. Sois juste prudent, a averti Julien. Sophie va l'utiliser si elle le peut. Elle est désespérée. Elle peut essayer, ai-je dit. Mais Hugo est plus intelligent qu'elle ne le croit. 4 semaines plus tard, Sophie a enfin compris la situation dans laquelle elle se trouvait. Julien m'a transféré un email de son avocat, un certain Paul, qui travaillait depuis un bureau miteux dans une zone commerciale en banlieue. L'email était frénétique, plein de jargon juridique qui se résumait à une seule chose, la panique. Julien m'a appelé pour m'expliquer. Son avocat prétend que le contrat de mariage est invalide parce qu'elle l'a signé sous la contrainte, a dit Julien, l'air amusé. Apparemment, ton père l'a poussée à le faire et elle n'avait pas de conseiller juridique indépendant. Elle avait son propre avocat, ai-je dit. Je l'ai payé. Un type nommé Richard Duval de Bordeaux. C'est ce que je leur ai dit, a dit Julien. Copie du contrat de mission, elle a signé les notes de consultation, tout. Ils n'ont rien. Et le visa? C'est là que ça devient intéressant, a dit Julien. L'office d'immigration lui a notifié. Elle a 60 jours pour prouver qu'elle a des motifs légaux de rester dans le pays. Le visa de conjoint prend fin avec le divorce, et puisque le divorce est basé sur l'infidélité, il n'y a pas de voie pour un ajustement de statut. Donc, elle doit partir à moins qu'elle ne trouve une autre voie légale, a expliqué Julien. Un visa de travail, un visa d'étudiant, quelque chose, mais cela prend du temps et de l'argent, et pour l'instant, elle n'a ni l'un ni l'autre. J'ai imaginé Sophie faisant ses valises, retournant à Genève, recommençant tout à zéro. Une partie de moi ressentait de la satisfaction. La plus grande partie se sentait simplement vide. Qu'est-ce qu'elle va faire? Demandai-je. Je ne sais pas. Je m'en fiche, dit Julien. Mon travail est de te protéger, pas de résoudre ses problèmes. Et Hugo? C'est un mineur avec une résidence française grâce à la citoyenneté de son père biologique, a dit Julien. Il n'est pas affecté par son statut d'immigrant. Si elle part, il pourrait rester avec des proches ou entrer dans le système de placement familial, mais ce n'est pas ton problème à résoudre, Antoine. J'ai dit, je sais, dit-il plus doucement maintenant. Je sais que tu te soucies du gamin, mais tu ne peux pas sauver tout le monde, Antoine. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de te sauver toi-même. 2 jours plus tard, Sophie a posté une autre vidéo. Celle-ci était différente. Pas d'éclairage doux, pas de musique acoustique, juste elle assise dans la chambre d'amis, les yeux rouges, le maquillage barbouillé. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit à la caméra, la voix tremblante. Je pensais être courageuse, mais j'étais en réalité égoïste. Et maintenant, je fais face à des conséquences que je n'avais pas anticipées. Mon visa expire. Je pourrais devoir quitter le pays, et mon fils est pris au milieu de quelque chose qu'il n'a pas demandé. Elle a fait une pause, s'est essuyé les yeux. Antoine, si tu regardes ça, s'il te plaît, nous devons parler. Pas de nous, mais de Hugo. Il a besoin de stabilité. Il a besoin d'aide. Je sais que je ne mérite rien de ta part, mais lui, oui. La vidéo avait 200 vues. 15 commentaires. La plupart d'entre eux étaient brutaux. Auriez-vous dû penser à votre fils avant de faire exploser votre mariage? Les actions ont des conséquences. Bienvenue dans l'âge adulte.
Utiliser votre enfant pour manipuler votre ex est assez bas, même pour vous. Julien a appelé de nouveau ce soir-là. Elle essaie de te piéger, dit-il. Ne réponds pas, je ne le ferai pas, dis-je. Mais Julien, si Hugo a besoin de quelque chose. Je m'en occuperai, a promis Julien. Le fonds est mis en place. S'il a besoin d'un logement, d'une éducation, de toute chose légitime, c'est couvert. Mais tu ne la contactes pas. Tu ne lui donnes aucune ouverture. Compris, dis-je. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit dans le chalet, fixant le plafond, je ne pouvais pas arrêter de penser à Hugo. 14 ans, regardant sa mère sombrer, regardant la seule figure paternelle qu'il avait connue disparaître. Il ne méritait rien de tout cela. Moi non plus. Mais la vie n'est pas injuste. Elle est faite de choix et de conséquences. Sophie a fait son choix. Maintenant, elle vivait avec les conséquences, et il en était de même pour tout le monde autour d'elle. 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que la poussière retombe. Je m'étais reconstruit pièce par pièce pendant ce temps. Le chalet en Auvergne est devenu permanent. Je l'ai acheté directement sous le nom de Jean Durand. Payé en espèces, aucune trace écrite ne menant à Antoine Lambert. J'ai commencé à travailler de mes mains au lieu de faire des tableaux Excel. J'ai appris l'ébénisterie, puis la menuiserie, puis quelque chose que je n'attendais pas, la sculpture sur bois flotté. Il y avait un gars en ville, un vieux routier nommé Georges, qui m'a appris les bases. Comment voir la forme cachée dans le bois patiné? Comment laisser le matériau vous guider au lieu de le forcer? J'avais commencé à faire de petites pièces, les vendant dans les foires artisanales locales. Rien de fantaisiste, juste un travail honnête qui ne nécessitait pas de conférences téléphoniques ou de politique d'entreprise. Les hôtels ont été vendus. Julien s'en est occupé discrètement. Il a trouvé un acheteur qui voulait tout le portefeuille. Je suis parti avec suffisamment d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie si je restais modeste. J'en ai investi la majeure partie, j'en ai gardé une partie liquide, j'ai fait don d'une bonne partie à un fonds de bourse d'études au nom de mon père. Sophie a été expulsée, cela a pris 11 mois, mais l'immigration a finalement tout traité. Elle a essayé tous les angles, a embauché 3 avocats différents, a même tenté de demander l'asile sur la base d'une histoire fabriquée de persécution en Suisse. Rien n'a fonctionné. Elle est rentrée à Genève un matin de janvier froid. Et selon Julien, elle n'a jamais cessé de me blâmer. Hugo est resté en France. Son père biologique, un homme que je n'avais jamais rencontré, a soudainement développé une conscience et a obtenu sa garde. Ils ont déménagé à Toulouse. Hugo et moi sommes restés en contact via ce canal Discord, des messages toutes les quelques semaines. Il allait bien. Pas super, mais bien. Il a postulé à des écoles d'art. Le fonds que Julien avait mis en place couvrait tout. J'ai légalement changé mon nom. Pas complètement, juste assez. Antoine Durand au lieu d'Antoine Lambert. J'ai obtenu un permis de conduire. J'ai ouvert des comptes bancaires, j'ai rempli mes déclarations de revenus, je suis devenu quelqu'un de nouveau sans effacer qui j'avais été. L'article de magazine est arrivé par accident. Un écrivain qui faisait un article sur les artistes côtiers a découvert mon travail dans une galerie à Saint-Malo. Elle voulait interviewer le gars qui fabriquait des sculptures à partir de débris de plage. J'ai accepté mais je suis resté vague. J'ai parlé de recommencer, de disparaître pour voir clairement. Je n'ai jamais mentionné Sophie. Je n'ai jamais mentionné les hôtels. L'article a été publié dans une petite publication régionale. Je ne pensais pas que quiconque le remarquerait. J'avais tort. La plage était vide ce matin-là, le genre de calme que l'on obtient qu'avant le lever du soleil. Je travaillais sur une nouvelle pièce, quelque chose d'abstrait, des courbes qui imitaient les motifs des vagues. Le bois était gris argenté, lissé par des années d'eau salée et de sable. J'entendis des pas derrière moi, mais je ne me retournai pas. Les touristes se promenaient parfois ici, prenaient des photos, puis continuaient, mais ces pas s'arrêtèrent. Hésitèrent. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ans coupa le son des vagues. Antoine. Je me redressai lentement, me retournai. Sophie se tenait à 6 mètres, portant un jean et une veste simple, les cheveux attachés, sans maquillage. Elle avait l'air plus âgée, plus mince. Le vernis avait disparu, remplacé par quelque chose de brut et d'incertain. Quand elle me vit pleinement, quand nos yeux se rencontrèrent, quelque chose dans son expression se brisa. Son visage devint pâle,
sa bouche s'ouvrit légèrement, et je vis 3 années de déni soigneusement construites s'effondrer en temps réel. Elle m'avait trouvé, mais elle ne s'était pas préparée à ce qu'elle trouverait. Salut, dit-elle finalement, la voix à peine un murmure. Je ne répondis pas immédiatement, je la regardais simplement. Cette femme qui avait été ma femme, qui avait fait exploser ma vie devant tous ceux que je connaissais, qui avait passé 3 ans à probablement imaginer ce moment. Salut, dis-je finalement. Pas d'émotion, pas de colère, juste un accusé de réception. Je t'ai cherché, dit Sophie, faisant un pas hésitant vers moi. L'article, j'ai vu ton travail. Je savais que c'était toi. Et maintenant tu m'as trouvé, dis-je. Elle se serra les bras autour d'elle. Un geste défensif dont je me souvenais lors de disputes il y a des années. J'avais besoin de te voir, d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, dis-je. Tu as tout dit cette nuit-là au restaurant. C'était une erreur, dit-elle rapidement. La façon dont je l'ai fait, le timing, tout ça. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Je posais le morceau de bois flotté que je tenais. Sophie, je m'en fiche. Ces 4 mots frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte aurait pu le faire. Je le vis sur son visage. La réalisation que je n'étais pas en colère, pas blessé, je n'étais rien. J'étais passé au-delà d'elle entièrement. Tu as l'air différent, dit-elle, la voix hésitante. Je suis différent, dis-je. Il le fallait. Hugo te manque. Essaya-t-elle. Hugo sait comment me joindre, dis-je. Nous avons parlé. Son visage changea, la surprise mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Il ne m'a jamais dit. Pourquoi l'aurait-il fait, demandai-je. Tu n'as pas vraiment gagné sa confiance. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. S'il te plaît, Antoine. J'ai juste besoin que tu comprennes ce que je traversais. Je comprends parfaitement, dis-je, me retournant vers mon travail. Tu voulais quelque chose de différent. Tu l'as eu. Maintenant tu vis avec. C'est tout, demanda-t-elle, la voix légèrement plus forte. 3 ans et c'est tout ce que tu as à dire? Je la regardai une dernière fois. Que veux-tu, Sophie? Le pardon? La permission de te sentir mieux à propos de ce que tu as fait? Je ne peux te donner ni l'un ni l'autre. Elle resta là, les larmes coulant sur son visage, et je ne ressentis rien d'autre qu'une sorte de pitié lointaine. Au revoir, Sophie, dis-je, reprenant le bois flotté. Elle ne partit pas immédiatement. Elle resta là encore 1 minute, peut-être 2, attendant quelque chose qui n'allait pas venir. Puis finalement, elle se tourna et s'éloigna. Je la regardai partir juste un instant. Puis je retournai à mon travail. Le bois était toujours là, avait encore besoin d'être façonné. Et contrairement à certaines choses, il ne posait pas de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. 8 mois après que Sophie m'ait trouvé sur la plage, mon téléphone a sonné avec le numéro d'Hugo. J'ai 18 ans, dit-il sans préambule. Puis-je venir te rendre visite maintenant? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Oui, mon grand. Tu peux venir. Il est arrivé 3 jours plus tard, conduisant une Honda Civic usée qu'il avait achetée avec l'argent de son travail d'été. Plus grand que je ne l'avais imaginé, plus large des épaules, mais toujours le même gamin silencieux qui préférait dessiner que parler. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous nous sommes juste fait un signe de tête. Il a regardé autour du chalet, l'atelier que j'avais construit, les sculptures à moitié finies alignées contre le mur. C'est cool, a simplement dit Hugo. Merci, ai-je répondu. Tu as faim. Nous avons dîné dans un restaurant local, le genre avec des carreaux en damier et des serveuses qui appelaient tout le monde chéri. Hugo a commandé un hamburger, l'a mangé méthodiquement, puis a finalement parlé. Maman est venue te voir, a-t-il dit. Elle m'a dit qu'elle l'avait fait, ai-je confirmé. Elle a dit que tu étais cruel avec elle, a continué Hugo, observant ma réaction. Je n'ai pas été cruel, ai-je dit, j'ai été honnête. Hugo a hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. Elle voulait que je te demande de reconsidérer, de lui reparler peut-être. Je lui ai dit que je ne ferais pas ça. Bien, ai-je dit, c'est entre elle et moi. Tu n'as pas besoin d'être au milieu. Elle a des difficultés, a dit Hugo, ne la défendant pas, se contentant de déclarer des faits. Elle vit avec sa sœur à Genève, elle travaille dans une boutique.
Elle essaie toujours de faire fonctionner le truc d'influenceuse bien-être, mais personne ne s'en soucie plus. Et toi, ai-je demandé. Comment vas-tu? Hugo a haussé les épaules. Je vais bien. Mon père va bien, je suppose. On ne parle pas beaucoup, mais il me laisse faire mes trucs. J'ai été accepté à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Bourse complète avec le fonds que tu as mis en place. C'est incroyable, Hugo, ai-je dit, le pensant. Oui, a-t-il dit, puis m'a regardé directement. Pourquoi as-tu fait ça? Mis en place le fonds. Je veux dire, tu n'étais pas obligé. Parce que tu mérites une chance, ai-je dit. Ce que ta mère a fait? Ce que j'ai fait, rien de tout ça n'était ta faute. Tu as été pris entre deux feux. Le moins que je pouvais faire était de m'assurer que tu avais des options. La mâchoire d'Hugo s'est serrée. Elle dit que tu nous as abandonnés. J'ai abandonné elle, ai-je corrigé. Pas toi. Il y a une différence. Je sais, a dit Hugo doucement. Je voulais juste t'entendre le dire. Nous avons passé les 3 jours suivants à pêcher, à travailler ensemble sur une sculpture, à parler de tout sauf du passé. Le matin de son dernier jour, nous étions près de sa voiture dans l'allée. Tu peux revenir quand tu veux, lui ai-je dit. La porte est toujours ouverte. Hugo a hoché la tête. Merci, Antoine, pour tout, pour ne pas être comme elle. Il est parti en voiture et je suis resté là à regarder jusqu'à ce que la voiture disparaisse au virage. Il irait bien, mieux que bien. Il survivrait au pire et en ressortirait plus fort. Certains enfants font ça. Ils prennent le chaos que la vie leur offre et le transforment en quelque chose de solide. 1 an après la visite d'Hugo, j'ai reçu un email de Julien. Objet, elle est partie. Je l'ai ouvert, café à la main. La lumière du matin inondait les fenêtres du chalet. Le message était bref. Sophie avait déménagé à Montréal, s'était remariée avec un entrepreneur en technologie qu'elle avait rencontré grâce à sa présence déclinante sur les réseaux sociaux. Elle avait signé des documents renonçant à toute future réclamation concernant tout ce qui me liait, les hôtels, la succession, tout. En échange, j'avais accepté de ne pas la poursuivre pour les frais de justice qu'elle me devait encore de la procédure de divorce. Elle voulait clore le chapitre. J'ai pensé que tu voudrais savoir que c'est enfin terminé, écrivait Julien. Je suis resté un moment avec cette information. Sophie, remariée, recommençant tout. Une partie de moi espérait qu'elle avait appris quelque chose. La plus grande partie ne s'en souciait pas assez pour se poser la question. J'ai tapé une réponse à Julien. Merci pour tout. Envoie-moi une facture finale. Nous sommes quittes après ça. Sa réponse est venue rapidement. Facture? Antoine, tu m'as payé il y a 3 ans. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est de l'amitié. J'ai souri à cela. Certaines personnes apparaissent quand les choses s'effondrent et restent longtemps après que la poussière retombe. Julien était l'une de ces personnes. La vie s'est installée dans un rythme après cela. Je vendais des pièces dans des galeries le long de la côte. Je gagnais assez pour vivre confortablement. J'ai acheté le terrain à côté de mon chalet. J'ai construit un véritable atelier avec de meilleurs outils. J'ai commencé à enseigner l'ébénisterie à des adolescents par l'intermédiaire d'un centre communautaire local. J'ai découvert que j'étais pas mal. Hugo me rendait visite 2 fois par an. Toujours à l'improviste, toujours le bienvenu. Il a obtenu son diplôme de l'école des Beaux-Arts avec mention. Il a trouvé un emploi dans un cabinet de design à Paris. Toujours silencieux, toujours réfléchi, mais confiant maintenant d'une manière qu'il n'avait pas à 14 ans. Un après-midi, alors que nous travaillions ensemble sur une pièce commandée, il a posé la question que j'attendais depuis des années. Regrettes-tu, dit Hugo, d'être parti comme tu l'as fait? J'y ai réfléchi honnêtement. Non, je regrette que cela ait dû arriver. Je regrette que tu aies été blessé, mais je ne regrette pas d'être parti. Rester m'aurait détruit. Hugo a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. Elle pose parfois des questions sur toi. Elle veut savoir si tu es heureux. Que lui dis-tu, demandai-je. Je lui dis que tu construis des choses, a dit Hugo. Que tu es bon à ça. Je ne lui dis rien d'autre parce que ça ne la regarde pas, malin, ce gamin, dis-je. J'ai appris du meilleur, a-t-il répondu. 18 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, une professeure du centre communautaire, une femme nommée Agathe,
qui enseignait la poterie et avait un rire qui me rappelait à quoi ressemblait la joie. Nous avons pris les choses lentement, sans précipitation, sans promesse que je ne pouvais pas tenir. Elle connaissait mon histoire, savait que j'avais été brûlé, n'a jamais forcé. Agathe a rencontré Hugo lors de l'une de ses visites. Ils ont parlé d'art, de technique et de théorie des couleurs pendant que je préparais le dîner. En les voyant se connecter, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contentement. Cette nuit-là, après le départ d'Hugo et le retour d'Agathe chez elle, je me suis assis sur le porche avec une bière et j'ai regardé les étoiles. J'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 5 ans, debout dans ce restaurant, regardant sa femme faire exploser sa vie. J'ai pensé à l'homme que j'étais devenu, celui qui avait appris que parfois la seule façon d'avancer est de brûler les ponts derrière soi. Certains disent que la vengeance consiste à faire payer quelqu'un. Mais ce n'était pas ça. Il s'agissait de refuser de laisser les choix de quelqu'un d'autre définir ma valeur. Il s'agissait de partir avec ma dignité intacte et de construire quelque chose de mieux à partir des décombres. Sophie a eu son éveil. Marc, Dominique, quiconque est venu ensuite, c'était son voyage. J'ai eu le mien aussi. Juste pris un chemin différent. Et debout là sous ces étoiles, bière à la main, atelier rempli